Camille Nevers, qui s'appelle aussi Sandrine Rinaldi. Donc on verra pourquoi il y a deux noms, un nom de critique, un nom de réalisatrice. Ce sera un des sujets de notre rencontre qui est présente parmi nous. Et du coup, ce sera notre première question. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces pseudonymes? Donc il y a Sandrine Rinaldi, Camille Nevers, Alexander Wolf et Terry Mackey, pardon. Et notre question, c'est surtout à quel point c'est important pour vous de cloisonner vos activités. Est-ce que c'est vraiment un désir de ne pas mélanger ces activités-là? C'était d'abord ludique, faut dire ce qui est. Là, j'ai écrit un papier ce week-end dans l'IB sur Luc Moulet, où je rappelle qu'au Cahier du cinéma, il y a une sorte de mini-tradition de rédacteurs qui ont pris des pseudonymes. Éric Rohmer est un pseudonyme, puisqu'il s'appelait Maurice Scherrer. Alors lui, c'était pour des raisons très spécifiques. Vous m'entendez, sinon j'essaie de porter un peu, mais c'est dur. Ouais. Pour des raisons très spécifiques de sa famille, qui ne souhaitait pas que leur rejeton fasse du cinéma. Donc il avait pris ce pseudonyme d'Éric Rohmer. Il y avait Godard qui s'appelait Hans Lucas quelquefois. Je crois que Truffaut, dans Art aussi, avait un pseudonyme parfois. Puis Jean-Luc Noam, qui s'est avéré être Louis Korecki. Jacques Lourcel est un pseudonyme. Donc il y avait cette espèce de jeu avec l'idée qu'il y avait une tradition critique qui avait déjà fait ça. J'ai aussi le jeu de quand on est enfant et qu'on se prend des noms d'emprunt. Enfin, j'ai beaucoup joué à me faire passer pour un garçon quand j'étais toute petite ou des choses comme ça. Donc il y avait ce jeu un peu de travestissement. Et puis, donc comme vous avez dit, j'ai commencé par la radio, une radio libre, FG. Et c'était difficile avec l'assonance comme ça, Rinaldi. Je me suis dit, autant trouver quelque chose. Donc Camille, ça a été presque mon prénom. J'ai failli m'appeler Camille si ma grand-mère s'y était opposée. Et Nevers, à l'époque, j'étais complètement fan d'Alain Resnais. Et j'aurais voulu prendre plutôt le nom de Delphine Seyrig dans Muriel ou le temps d'un retour. Mais Hélène Auguin, c'était pas très joli. Alors j'ai préféré le nom de Nevers, qui est le nom de la ville, et du personnage d'Emmanuel Riva dans Hiroshima mon amour. Voilà, puis après j'ai gardé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, DJ, j'ai été DJ, mais pour les amis, ça n'a jamais été vraiment un truc professionnel. À une ou deux fois près, ou dans des festivals, on m'a demandé à quelques reprises. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où il fallait que je signe une présentation en tant que DJ. Et c'est la première fois, si je ne m'abuse, que j'avais choisi le pseudonyme de Terry Mackey, qui est le nom du personnage de mon film peut-être préféré, je le dis assez souvent maintenant, qui est Elle et lui de Léo Macaré. Ou dans le film, c'est la femme, c'est elle, c'est Deborah Kerr, même si parfois on croit que c'est un mec, Terry Mackey, mais voilà. Et après, c'est un pseudonyme que j'ai repris quand j'ai fait le montage de Cap Nord, quand mon monteur s'est absenté soudain et m'a lâché. C'est moi qui ai monté le film, et donc pour faire comme s'il y avait beaucoup de monde sur ce tournage, j'ai multiplié comme ça. Et voilà, et je me suis retrouvée sur un réseau social, pareil, en prenant Terry Mackey parce que je ne pensais pas y rester, voilà. Et puis voilà. Et Alexander Wolf, oui, c'est parce que ça c'est le nom de ma mère, Wolf, et Alexander, Sandrine, après on s'amuse. Après j'ai eu d'autres pseudos rigolos ailleurs et tout, mais c'est plutôt de l'ordre de l'astuce. Et en effet, maintenant, je vois qu'à l'ère numérique et des réseaux et tout, c'est mieux d'avoir comme ça une façon de cloisonner. En effet, c'est un thème dans Mystification, l'idée de cloisonner les mondes et de ne pas être la même personne selon qu'on est dans un cocktail ou chez soi ou avec des amis ou en train de travailler. Donc voilà, à part si on me psychanalysait, mais on l'a jamais fait, savoir si j'avais des multiples personnalités, mais je pense pas en fait. Mais voilà, c'est ça. Donc ma première question va être pourquoi alors avoir fait carrière dans la critique? Comment se sont déroulées les choses, et est-ce que vous acceptez le fait qu'on dise que vous ayez fait carrière? Est-ce que c'est... Non, j'aime pas du tout ce mot. D'ailleurs, j'ai pas fait carrière parce que sinon je serais riche et nantie. Non, non, c'est des hasards. Si je pouvais, comme beaucoup d'entre nous, je pense que je ferais plus de films et j'écrirais moins, mais ça s'est pas trouvé comme ça. Les 2 films que j'ai faits, pour ceux qui les ont vus, sont des films autoproduits ou pratiquement.
la sortie du deuxième, qui a mis du temps à sortir en plus, enfin j'ai de la chance d'ailleurs, hein, je m'estime heureuse avec ces toutes petites productions, que c'est des films qui ont eu un destin, un support qu'on peut encore voir aujourd'hui. Mais après ça, j'avais plutôt envie de passer à des choses sérieuses, à faire un film produit classiquement, donc le distributeur, très bon distributeur, au demeurant, Thomas Ordonneau de Shellac, mais producteur moins opérant, m'avait à l'époque proposé de produire, parce qu'il commençait dans la production chez Lac Sud. Et donc on avait développé un projet. Voilà, j'ai eu comme ça quelques projets développés, etc., qui n'ont pas abouti. Donc à un moment donné, il faut aller là où on vous désire. Donc à un moment donné, comme on me posait la question de savoir si je voulais pas écrire tel texte dans tel livre, parce qu'il y a eu un moment comme ça entre 2008 et 2018, où j'ai plutôt tenté d'écrire des scénarios et moins de la presse. J'ai même plutôt refusé. Et puis à un moment donné, quand fin 2018, c'était Julien Gester, que je connaissais un peu, qui avait vu que j'avais réécrit quelques articles dans Carbone, sur un Spielberg, enfin, bref, il a vu que j'avais un petit peu remis les pieds dans l'écriture, m'a proposé d'intégrer l'IB, enfin d'intégrer, de venir un peu à l'IB. Et je ne pouvais pas refuser, franchement, au point où j'étais, il valait mieux que je dise oui. Et je ne regrette pas, je suis plutôt très bien à l'IB. Et en même temps, ça n'empêche pas que je poursuive l'idée de tourner encore. Voilà. Mais j'avais envie de vous poser la question de rajouter 2 questions. Une première volontairement polémique, surtout de mon point de vue, de là où je suis, c'est que vous avez dit « Je ne crois pas aux formations de cinéma en général. Ah oui. Je ne crois pas aux écoles de cinéma. Ouais. On peut apprendre la technique, c'est tout. » Donc c'est comme Chabrol le disait. Chabrol le disait, donc oui. j'avais envie de vous entendre à ce propos et de partager ce point de vue ici. Je trouve ça amusant. Mais je sais pas, vous allez peut-être me contredire, mais en effet, j'ai l'impression que la technique est quelque chose, enfin l'école Louis Lumière, apprendre à faire un cadre, un objectif, un diaphragme, une lumière, un montage, oui, des choses techniques, ça s'apprend de fait. Mais le talent, je suis pas sûre que ça s'apprenne. Enfin, c'est comme quand on n'apprend pas à devenir écrivain, on apprend le français, l'orthographe, on fait des dictées, le style, on fait des dissertations, on s'exerce. Mais je ne crois pas qu'on apprenne à devenir cinéaste ou même scénariste. Enfin bon, après, il y a certainement voilà, tout ce qui a le côté technique. Mais ici, on n'est pas, je crois, dans une école technique. En revanche, moi, j'ai fait donc 3 années de fac. À Paris 3, donc Censier, c'était Paris 3 à Sorbonne Nouvelle, voilà. Qui a déménagé maintenant. Oui, qui était à Censier et qui est maintenant à Doménil, c'est ça. J'étais très peu dans les cours, hein, ça je l'ai dit dans le... J'étais plutôt à faire l'école buissonnière et j'ai plutôt bu des coups avec des potes. Avec un flipper, pas loin. Il y avait un flipper et il y avait Jean-Pierre Léaud qui traînait dans le coin. Et il y avait la cinémathèque universitaire, où je voyais 2 films par jour. Et là, j'ai appris beaucoup, parce qu'en effet, ça m'a ouvert des perspectives que moi j'ai grandi avec la télévision. Donc j'ai grandi avec le jour où un magnétoscope, pour vous parler de la préhistoire, est entré dans la maison. C'est moi qui me le suis accaparé, je vais avoir 9-10 ans, parce que pour la première fois, je pouvais avoir accès à des horaires où on me demandait d'aller me coucher. Et donc j'ai pu enregistrer les cinémas de minuit... et accessoirement le ciné-club de Claude Jean-Philippe, mais surtout le cinéma de minuit de Patrick Brion. Donc tout le cinéma hollywoodien, enfin je ne sais pas si vous savez de quoi il retourne, parce que ça existe encore, hein, je crois qu'on est 30 ans après, 40 ans après, oui c'est ça. Et ça continue d'être diffusé à la télé, mais qui regarde encore la télé, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça qui m'a formé, quoi, de voir beaucoup de films hollywoodiens au départ. Et puis c'est vrai qu'à la Cinémathèque universitaire, là, c'était d'autres films. C'est là que j'ai découvert les premiers films de Chantal Akerman, que j'avais presque jamais vus, Marguerite Duras. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre oui, Eisenstein, enfin même des films français, je connaissais pas certains Renoir, enfin bon, voilà, ça je peux dire que j'ai appris à la fac grâce à la Cinémathèque universitaire, qui était vraiment une source incroyable de culture là pour le coup, et qui je crois peut continuer encore. Mais il y a Jérôme Soubeyran qui est dans la salle, qui a fait aussi un film qui s'appelle Ceci est mon corps, avec très peu de budget. Ouais. Et donc il y a Paul Vecchiali dont vous étiez, que vous avez bien connu comme cinéaste, et qui
a fait un certain nombre de films avec des tout petits budgets aussi. Donc il y a beaucoup de cinéastes quand même qui sont passés par là, par des films à petit budget. Donc c'est intéressant de savoir comment cette volonté de faire un film à tout prix, avec peu de moyens, avec l'énergie que cela demande, qui est sans doute encore plus grande que quand il y a les moyens normaux ou habituels pour le faire. Ça, c'est un premier axe, on avait envie de vous entendre là-dessus. Et puis le deuxième axe, évidemment, c'est un peu facile, mais quand on pense à Diderot et à l'adaptation, on pense aussi aux Dames du Bois de Boulogne et à Bresson, et aussi à la question du jeu de l'acteur chez Bresson. Et là, on voit dans l'extrait les jeux des acteurs aussi, qui sont très importants pour vous, je pense. Donc le cinéma de la parole. Et donc comment est-ce que, à partir de répliques très écrites, eh bien, on a cette envie de travailler avec des acteurs, des actrices, et de les accompagner dans un film, comme réalisatrice. Alors, de Paul Vicali à Robert Bresson, il va falloir que j'arrive à... C'est un beau, de beaux pôles. Ah oui, c'est super beau. Les Dames du Bois de Boulogne étant un de mes films préférés, mais bon, Les Dames du Bois de Boulogne, c'est un film très particulier, qui est un extrait de Jacques le Fataliste, enfin un récit dans les nombreux récits de Jacques le Fataliste, qui a été d'ailleurs réadapté par Emmanuel Mouret dans Madame de Jonquière, c'est ça. Bref. En fait, Diderot, c'était dans la bibliothèque de ma mère. Je suis tombée sur ce livre et qui m'a parlé, je ne sais pas comment vous dire. J'ai lu ça et j'étais dans un état où ça me paraissait important de filmer cette chose autour de... Parce que le dialogue de Diderot est très drôle. Hélas, le film l'est un peu moins, mais bon, c'est comme ça. Sur la mystification, sur l'idée pour récupérer des portraits chez une ancienne maîtresse, on fait tout un stratagème avec l'idée du regard et de la façon dont le regard et la rétine peut être sensible voilà, que les objets ont une influence délétère. Et voilà, et donc c'est intéressant par rapport au cinéma, etc. Moi, la seule terreur de mon enfance, ça a été de tomber sur un téléfilm, pas le livre, mais un téléfilm de L'Invention de Morel, dont je ne sais pas si vous connaissez, c'est un roman de Adolfo Biocazares, qui est une histoire d'une machine qui tue, qui est proche du cinéma, mais en 3D avant la lettre. Enfin bon, qui est un récit assez magnifique, mais assez terrible quand on s'intéresse au cinéma. Et donc voilà, donc c'était assez drôle en effet, de travailler les dialogues cinématographiques, parce qu'en effet, j'ai toujours adoré. Sacha Guitry est un de mes cinéastes préférés. Ce que je dis, le cinéma bavard est quelque chose qui m'importe, parce qu'il me semble que c'est pas seulement une histoire de moyens, c'est vraiment une histoire d'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a le cinéma muet, qui n'était pas forcément un cinéma tacite. Enfin, je veux dire, il y avait beaucoup de paroles dans le cinéma muet déjà, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours eu deux jambes, pour parler comme Danaï. Il y a eu toujours une jambe du cinéma parlante et muette, qui continue encore aujourd'hui, avec un cinéma plus porté sur la poésie des images et sur une sorte de formalisme qui peut se reposer plus sur l'image et la lumière, etc. Et un cinéma, et donc qui ressort davantage de la peinture, on peut dire, ou même de la musique, alors que le cinéma qui m'est peut-être plus proche, qui est plus proche du théâtre et de la littérature, si on peut dire, est un cinéma très dialogué. On sait tous que Guitry était dramaturge. Voilà, j'adore Romer, j'adore, je sais pas. Voilà. Donc l'idée de la parole comme fonction concrète qui participe au cinéma, et puis qui fait qu'un corps parle, ça m'a toujours... je trouve que c'est plus magique que n'importe quel effet spécial, quoi. Un visage qui exprime des choses par la danse aussi. D'ailleurs, la musique est très importante aussi. Dans votre second film, donc Cap Nord, réalisé en 2007, donc comme vous l'a expliqué Alexandre tout à l'heure, mais vous adaptez des paroles de musique en dialogue. Ah oui. Et vous présentez au début de votre film, en introduction, les comédiens, donc ils descendent un par un des escaliers, sauf que à côté d'eux, ce ne sont pas leurs noms, comme habituellement dans un générique, mais plutôt le nom des groupes de musique qui vont être joués tout au long du film. Et nous, on se demandait, est-ce que c'est peut-être en partie, mais est-ce que c'est votre pratique de la critique qui vous a permis ou qui vous a donné envie de vous libérer de certains schémas de narration
et plus globalement, en quoi votre expérience de critique a infusé ou vous a aidé dans votre travail de réalisatrice? Alors pas du tout, je crois, en fait. Je pense que quand on tourne, on oublie complètement la théorie. Enfin, si tant est que la critique soit une affaire théorique, ce qui n'est pas sûr non plus, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans la même tournure d'esprit. On est plus... oui, dans un artisanat, dans quelque chose de... On a plein de questions, on est dans des trucs assez privés aussi, je pense, quand on écrit un film dans des conditions dans lesquelles j'ai fait et tout, il y a toujours des choses un petit peu qui relèvent de l'intime, de ce qu'on veut faire passer comme émotion. Cap Nord, en effet, c'était un peu aussi comme mystification. Il y a des histoires d'amour, des sentiments qui passent à travers les chansons. Et moi, comme en effet j'étais DJ, que j'avais ce groupe d'amis que je faisais danser à peu près toutes les semaines, on faisait des fêtes et tout, c'est moi qui mettais la musique, c'est un endroit où je me planque parce que j'ai jamais été très, très à l'aise dans les soirées, et je me suis dit à un moment donné que plutôt que parce que je sais pas ce que je voulais faire comme film qui était un gros projet, je me suis dit plutôt que d'attendre des choses qui ne se font pas, allons-y, faisons pour mémoire, enregistrons ce que c'est qu'être DJ pour moi, enfin ce que c'est que d'être derrière des platines, balancer de la musique, voir des gens qui dansent, qui passent, qui se parlent, et l'espèce d'impression de bribe qu'on peut avoir du point très immobile de la DJ comme ça, et qui en même temps arrive à avoir cette mainmise sur un groupe qui les fait danser, enfin voilà, cette espèce de chose à la fois complètement sidérante et stupéfiante, et en même temps, ce que ça pouvait donner comme... Parce que j'ai toujours... oui, c'est ça. Quand je parlais de Patrick Brion du Cinéma de minuit, c'est la comédie musicale à la base. Moi, je pars du principe que si on n'aime pas la comédie musicale, on ne peut pas vraiment aimer le cinéma. Il y a quelque chose qui échappe. Et donc, moi, j'ai appris à aimer les films de Minelli, pour dire vite, les films de Fred Astaire, Sid Charisse, Gene Kelly, tout ça. Et donc, il y avait un film, entre autres, il y a eu plusieurs films qui m'ont dit « Allez, va faire Cap Nord, tu peux le faire ». Il y a eu un film d'Adolfo Arrieta qui s'appelle Tam Tam, qui est un film pratiquement Super 8. Peut-être on peut le trouver maintenant sur YouTube, on trouve tellement de choses, qui est un film très, très underground, comme on dit aujourd'hui, avec des travestis, des personnages dans les années 70, qui sont dans une soirée, qui parlent avec une post-synchro, du gros grain. Enfin, c'est un film à la fois magnifique et totalement fait avec rien. Il y avait donc de Ben Wagon, Tous en scène de Minelli, dont la dernière séquence de 20 minutes est une succession de scènes dansées, pour ceux qui ont vu, avec Sid Charisse qui est à la fois brune ou blonde, et Fred Astaire qui fait un détective privé à la Philippe Marlowe, enfin comme ça. Et le film comme ça, la séquence enchaîne une sorte de vision onirique totalement sans récit. Et donc je me suis dit que c'était pour moi aussi fort que n'importe quel cinéma expérimental. Moi je connais pas trop bien le cinéma expérimental, ce côté-là, Michael Snow, tout ça, Mécasse et tout, c'est un autre monde pour moi, même si je suis obligée de le connaître pour bien faire mon métier. Mais pour moi, le cinéma expérimental, il peut être aussi dans un grand cinéma classique. Voilà. Donc Cap Nord, ça a été un peu le côté... j'écoutais beaucoup cette musique à ce moment-là, j'avais une collection de disques. Il y avait cette fête... on était trentenaires comme ça, et je me suis dit, on va faire un film, on va tous se mettre ensemble. On a tourné sur 6 jours dans un lieu, et puis chacun avait sa bribe de phrases, et ça s'est passé comme ça, un peu dans un moment un peu quand j'y repense, c'était complètement irréel, mais voilà. D'accord. Et donc, si votre pratique de la critique n'a pas forcément influencé votre pratique de la réalisation, est-ce qu'inversement, votre expérience de réalisation, donc avec Mystification d'abord, puis Cap Nord, est-ce qu'elle a nourri votre travail de critique, puisque, par exemple, Truffaut s'était imposé, une fois qu'il était devenu réalisateur, de ne plus faire de critique négative. Est-ce que ça a eu un impact sur ce que vous avez écrit par la suite ? Je crois pas non plus, je pense que c'est... J'ai l'impression que quand même, on s'exerce et on apprend, on exerce notre goût. Je continue de voir des films, moins qu'avant, mais quand même. Il y a une époque, j'en voyais 5 par jour. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend, des bons, des mauvais. Et puis on finit par avoir une forme
de rapport au cinéma, où on se forge notre propre goût, ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de dire, de montrer, etc. Et forcément, ça se répond en relief, mais c'est-à-dire que quand j'écris une critique, je ne pense pas au film que je pourrais faire à la place du mec, ou de la fille. Et quand j'ai fait un film, je ne pensais pas à la critique telle qu'elle pourrait me descendre ou me défendre, ni même à moi. C'est vraiment des problèmes concrets à chaque fois, d'écrire une phrase, puis une autre phrase, pour faire un texte qui ressemble à quelque chose de l'ordre non pas du compte-rendu, mais donc en effet qui ressemble à un objet qu'on a vu et qui donne le sentiment au lecteur qu'on a vu peut-être la même chose, même si les goûts diffèrent parfois. Vous parlez de ces actrices-autrices en prenant il y a quelque chose en France qui est très connu, qui est la politique des auteurs. Il y a eu un petit peu la politique des acteurs pour certaines personnes, mais des actrices pas vraiment. Et vous donnez du coup de la place à ces actrices-autrices. Et du coup, notre question va être: en quoi la critique de cinéma, vous pensez qu'elle a le pouvoir ou le devoir d'ouvrir des champs de réflexion qui dépassent le simple aspect esthétique du cinéma ? Qui dépasse le simple aspect esthétique du cinéma. C'est pas. Tout le monde sait qu'il y a toujours des lignes de force dans la critique et entre politique, esthétique, est-ce qu'il faut faire des films. Vous avez dit aussi à un autre moment, je pense que vous ne pensiez pas que tout était politique, comme le disent certains, et qu'il ne fallait pas non plus l'art pour l'art voilà, uniquement. C'est ça, oui, et donc c'était pour parler des deux jambes de nouveau. Est-ce que c'est justement les deux à la fois, la politique et l'esthétique, mais pas que la politique et pas que l'esthétique. C'est ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve, j'ai l'impression dans les débats, voir les luttes, voir les disputes très très mouvementées qui animent à peu près la cinéphilie et le féminisme qui s'intéresse au cinéma aujourd'hui, on se retrouve un petit peu pris entre deux obligations, soit de dire qu'en effet il y aurait l'art pour l'art et donc on ne va pas reparler de l'œuvre, séparer de l'artiste, etc. Et puis pour toute une part de la cinéphilie féministe, si tant est que ça existe encore vraiment, en tout cas il y aurait que des relectures possibles de films à l'aune du rôle des femmes dans les films, etc. Bon, moi j'ai l'impression que les deux extrémités sont fausses, parce que c'est dogmatique, les deux côtés sont dogmatiques. Moi, je m'en prends des deux côtés. J'ai tendance à me faire un petit peu attaquer par la cinéphilie parce que je serais une sorte de passionnariat féministe, même si cinéphile. Et puis du côté du féminisme, je m'en prends aussi parce que j'ai tendance à défendre parfois des cinéastes type Jean-Claude Brissot, etc. Et donc c'est horrible parce que c'est pas dans la doxa de défendre des cinéastes qui auraient... Je le défends parce qu'il a été condamné, lui, contrairement à d'autres. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais en effet, il me semble que ce serait idiot de se couper d'une part d'eux, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas penser... révolutionner grand-chose en disant dans les films depuis le début c'est pas le féminisme et c'est pas MeToo qui a inventé le féminisme au cinéma, parce qu'il y a ça qui m'agaçait aussi, c'est la façon dont on disait depuis toujours le male gaze, tout le cinéma jusqu'ici n'a été qu'un long tunnel où les femmes étaient l'objet de regards concupiscents des hommes et finalement il faut tout changer, etc. Alors que non, ce que je défends moi, c'est que je suis une femme cinéphile, j'ai grandi dans le cinéma et j'ai pas l'impression d'avoir été opprimée et d'avoir grandi avec l'idée de fonder une famille, d'avoir beaucoup d'enfants et d'être une femme au foyer. Enfin, le cinéma m'a faite, donc m'a faite aussi féministe que je le suis et aussi libérée ou pas, émancipée. Et donc c'est là où je me dis, bon, quels sont les films, qu'est-ce qui dans le cinéma a fait que c'était pas du mal gaze ou je sais pas quoi, il y avait autre chose. Et donc là je me dis qu'en effet, moi qui ai grandi en connaissant d'abord les comédiens, de la comédie musicale, mais de la comédie tout court, c'est là où moi je développe une idée qui est que quand même les femmes dans le cinéma, les femmes modernes, ont toujours été du côté de la comédie, et qu'en effet, le côté plus compliqué, c'est dans le drame et dans la tragédie, où là, en effet, c'est plutôt des femmes qui sont selon des canons plus patriarcaux, pour dire vite, enfin, avec des choses de chagrin d'amour, Bon,
même si ça se discute, je pense que Marilyn Monroe, à sa manière, a fait avancer le destin des femmes. Mais enfin voilà, je me suis dit, en effet, dans ma conférence, je commence à Greta Garbo et je finis avec Madonna en disant que Garbo, à l'époque, c'était quand même une femme ultra moderne, indépendamment de lesbiennes et comme Louise Brooks, enfin tout ça, que dans le muet, il y avait beaucoup de femmes ultra, enfin les hommes aussi d'ailleurs, je crois que ça a été un moment de grande liberté. Moi j'aime pas du tout Babylone de Chazelle, mais on voit bien que quand même il y avait une grande liberté au début hollywoodien, une liberté sexuelle entre autres. Et que donc on peut refaire l'histoire du cinéma par, non pas les acteurs, mais les actrices, parce qu'en effet, c'est Luc Moulet, justement, qui a écrit en 91 La politique des acteurs. Et je dis, c'est très bien son livre, sauf qu'il ne parle que de 4 comédiens. C'est le Cary Das, c'est Cary Grant, James Stewart, John Wayne et Gary Cooper. Et donc, pourquoi il n'a pas mis une actrice ? Il n'y pense même pas en 91, il n'y pense même pas. Et donc, à partir de là, je me dis, bon, moi, je vais faire ça avec les comédiennes. Et pas avec les comédiens, donc je dis on peut très bien m'accuser de faire de l'ostracisme comme lui en a fait en ne mettant pas de comédienne, mais je dis mais moi le truc c'est que quand on est une actrice en 1920, 1930 et jusqu'à encore récemment, on n'a pas le choix. Si on est une femme qu'on veut faire du cinéma, c'est difficile de se dire je vais devenir réalisatrice ou productrice ou même chef opératrice. On pouvait être à la limite un peu scénariste, monteuse et actrice. Voilà, donc c'est pas la même chose une femme qui devient actrice en 1910 comme Garbo, en 1930 comme Barbara Stanwyck ou Katharine Hepburn ou je sais pas, même avec Garner, enfin n'importe lesquelles en fait. Elles vont faire leur œuvre, non pas leur carrière mais leur œuvre. Je tiens à ce que pour les comédiens on puisse reparler d'œuvre et non pas de carrière. Et à l'intérieur de leur œuvre, si on voit que leur film sans parler de l'auteur-réalisateur, eh ben ça fait une forme à elle. On peut écrire, enfin ce qu'a fait d'ailleurs Moulet sur les acteurs, mais en vérité, je trouve qu'on pourrait le faire, et y compris sur l'émancipation des femmes. Quand je parle de la screwball comédie des années 30, qui en effet a été un moment où on voyait des femmes modernes en pantalon, journalistes, qui avaient des aventurières. Voilà, c'est dans l'Impossible Monsieur Bébé, chez Howard Hawks. Enfin, pour moi, c'était la grande aventure. Donc en fait, voilà, c'était l'idée que comment est-ce que je peux concilier d'être à la fois cinéphile et de pas du tout avoir de remords, de pouvoir encore défendre Griffith et Liliane Guiche, qui a réalisé un film d'ailleurs, qui est perdu, et aussi d'être féministe et de dire que MeToo est un truc super important, aussi important peut-être que la nouvelle vague à sa façon. Mais après, bon, tout est encore à faire, je pense. Enfin, il y a encore et surtout de ne pas se laisser aller au discours cinéphile admis, qui est celui, en gros, qui va de la cinémathèque au cahier du cinéma. Aujourd'hui, on peut dire, même si là, ils ont fait un numéro spécial sur les femmes. C'est sur mercredi, je pense. Oui, je sais pas, on va voir. Mais sur l'idée que c'est eux qui sont du côté de la qualité maintenant, en défendant le cinéma de papa, alors qu'il y a des choses qui se passent, quoi, et qu'ils ratent quelque chose en étant carrément dans la réaction. Polanski. Alors j'arrivais à Libé pratiquement, c'était un an après. Non, c'était pas tant Polanski que Adèle Haenel, c'est-à-dire qu'en fait Adèle Haenel parle à Mediapart, si je dis pas de bêtises, en novembre 2019. Polanski sort J'accuse à peu de temps de là, et moi à Libé, on me dit va voir le film, qu'est-ce qu'on fait? J'ai tout un truc, voilà. Et donc je vais voir le film en panique comme ça, enfin pas en panique mais en urgence, genre j'avais pas spécialement envie, parce que par ailleurs Polanski n'est pas un cinéaste qui m'intéresse plus que ça. Il a fait quelques très bons films, mais c'est pas pour moi un grand cinéaste qu'on dit souvent. Et ses plus grands films sont souvent des petits films où il se met en scène sur l'échec, sur son échec. Enfin, Lune de Fiel, par exemple, est un film que j'aime vraiment bien. Bon, voilà. Et je vois le film et j'ai l'impression qu'en fait, le film, contrairement à ce sur quoi il s'était vendu à Venise, il me semble, dans le dossier de presse, sur le côté Polanski qui règle ses comptes avec le côté je suis juif, donc je suis à la place de Dreyfus, donc tous ces gens, toute cette meute qui voilà, en gros, quand on était anti-Polanski, on était anti-Dreyfusard. Enfin, c'était un peu le résumé rapide. Dans le film, et même en tenue d'académicien. D'académicien, voilà. Et sauf que moi, je vois le film après avoir entendu et être, comme beaucoup, resté sidéré par la parole ultra articulée et forte et puissante d'Adèle Haenel. J'ai l'impression qu'au contraire, le film justifie
la prise de parole d'Adèle Haenel, puisque finalement, c'est elle qui est dreyfusienne et zolaïenne, puisque c'est elle qui dit « j'accuse, la justice ne veut pas m'entendre, je passe par la presse ». Comme Zola a fait, pour défendre quelque chose qu'il faut balancer sur l'innocence de Dreyfus ou sur la culpabilité de Christophe Ruggia. Bon. Et voilà, j'ai écrit, alors il y a eu un autre ensemble de papiers, moi j'ai écrit juste sur cet aspect-là, sur le fait qu'au fond, malgré lui, le film de Polanski légitimait Adèle Haenel. Ça se retournait contre Polanski en fait. Et c'est pour ça que je me dis que le cinéma peut... malgré lui, c'est pour ça que la politique de l'auteur peut se retourner en politique de l'actrice. Et il suffit qu'il arrive à un moment où il dit quelque chose qu'il ne pensait pas dire, quoi. C'est presque un lapsus, ce film. Enfin, voilà. Bon. C'était là-dessus que j'avais écrit, en fait. Avec la sortie de J'accuse, vous disiez aussi que ça avait amené quelque chose, un changement dans la critique. Donc je vous cite dans l'article de Libération, vous dites... Depuis, les planètes se sont alignées, on ne sait par quelle belle apparition, des forces et des coïncidences se sont liguées pour nous empêcher, nous, critiques aux mains blanches, de traiter sereinement la sortie de J'accuse en salle, son évaluation en tant que plus ou moins bon film dont le commentaire devrait se contenter. On peut toujours faire comme si, mais il faut beaucoup se contorsionner maintenant, ou y mettre beaucoup de dédain obstiné pour feindre ce qu'il ne se passe rien à côté et dedans. Et donc ça va rejoindre une question qu'on va vous poser sur, la question du Masque et la Plume et ce qui s'est passé en septembre dernier. Donc en septembre dernier sortait le dernier film de Philippe Garrel, Le Grand Chariot, en salle, et que vous ne décidiez de ne pas commenter puisque Philippe Garrel était accusé d'agression sexuelle ou d'harcèlement sexuel. Moi, quand j'ai intégré le Masque et la Plume, quand Jérôme Garcin m'a appelé l'été 2019, enfin, j'avais pas du tout envie. Pour moi, le Masque et la Plume, j'avais pas j'ai pas d'imaginaire de rentrer dans cette émission-là. Pour moi, c'était une émission de vieux critiques un peu bourgeois et tout ça. Et il a beaucoup insisté, etc. Donc je me suis, ce que je répète maintenant, je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Il avait envie de féminiser l'émission. Il avait envie non seulement de la féminiser, mais en faisant appel à quelqu'un comme moi, sans doute de faire quelques esclandres. Après, comme il m'a bien dit, en effet, le Masque et la Plume, c'est un théâtre. L'émission et aussi connaît une grande longévité, c'est parce que ça a été l'endroit de grands duels critiques. Et je pense que c'est très bien que le cinéma et l'art en général connaissent encore des disputes au sens noble du terme, et que les gens puissent s'engueuler et qu'il y ait des choses un petit peu qui se passent, plutôt que de recycler toujours les mêmes trucs. Donc si ça peut avoir servi à ça, je dois avouer que je l'avais déjà fait 1 an avant, je crois, non, pas quelques mois auparavant, mais au début de Cannes, j'étais allée voir Jeanne du Barry, mais j'avais commencé au Masque en saluant Amber Heard et en disant tout le mal que je pensais par ailleurs du film, et de Johnny Depp en particulier, mais bon, voilà, de ce que Mae Wen fait dans ce film et comment elle livre quelque chose d'elle-même que moi je n'aime pas du tout. Après, on peut en discuter. Et il y avait au même programme un film avec Depardieu que je n'ai pas vu. Alors à l'époque, personne n'a fait gaffe au fait que j'avais dit je préfère lire, parce qu'Adèle Haenel avait écrit sa lettre à Télérama pour dire j'arrête le cinéma à peu près au même moment, donc j'avais dit oui, je préfère lire la lettre d'Adèle Haenel plutôt que d'aller voir Umami de Depardieu. Donc j'avais quand même commencé par là, et là ça avait été très très violent, hein, dans le courrier des lecteurs. Là il y avait eu, c'était entièrement Camille Nevers fait chier, enfin c'est vraiment... Alors que pour le Garrel, vous n'avez pas passé la suite, parce que dans la suite de l'émission, il y a Michel Simon qui est mort quelque temps de là, mais j'y suis pour rien, qui défend Garrel et qui s'indigne de ces folles, enfin, je sais pas comment il dit, de ces femmes, enfin de cette époque qui met en cause. Puis il parle de Woody Allen, de Polanski, enfin il mélange tout en plus, parce que Philippe Garrel au moins a reconnu s'être mal conduit, quoi. Et donc, en fait, après, sur le site de France Inter, de la médiatrice, là, il y a eu une sorte d'équilibre entre ceux qui s'en prenaient à Michel Simon en disant que c'était un vieux un peu, de has-been, et ceux contre moi qui disaient que j'étais une extrémiste folle, enfin, sorcière. Et même si Jérôme Garcin m'avait plutôt dit que c'était 75% en ma défense et 25% dans la défense de Michel Simon, ce que la médiatrice n'avait pas reflété. Bon, ça c'est un autre problème.
Sinon, voilà, qu'est-ce que vous voulez me faire dire voilà, c'est très bien que j'ai eu un petit peu de témérité, mais je ne pensais pas que ce serait si débattu. Voilà, j'ai pas vu le film de Garel depuis, je sais pas, de toute façon, c'est pas un cinéaste que j'adore, donc voilà, après. C'était pas du tout un appel au boycott. Ce que je veux dire, c'est que moi, je parlais en mon nom. Je disais que voilà, je marquais le coup à ce moment-là par solidarité, parce que vraiment, ce qui est fou, c'est que quand on ouvre sa gueule, derrière, il y a un silence tellement énorme, ou un embarras tellement énorme, ou une hostilité tellement énorme. On voit bien comment Adèle Haenel, même si elle s'appelle Adèle Haenel, comment elle s'est retirée de ses billes. Moi-même, je suis une démarche procédurière. Je connais aussi les mêmes genres d'hostilité, de contre-attaque. Enfin, c'est quand même un truc très violent qui se passe en coulisses. Et quand on dit sur scène, au micro, non mais là, je ne me prête pas à votre jeu, ça suffit, eh ben forcément, ça fait quelques remous, mais c'est toujours un petit peu dans le même sens. Enfin, on a l'impression, c'est surtout, il ne faut pas en parler, surtout, ça, c'est pas du cinéma, parlons de cinéma, alors que la fois d'après, on parle de la zone d'intérêt, et donc on parle on parle de choses qui excèdent le cinéma, toujours. On ne va pas parler que d'un plan, etc. On parle aussi du monde dans lequel on vit, que je sache. Sinon, on arrête, quoi. Merci Sandrine Rinaldi, Camille Nevers, d'être avec nous ce soir. Je remercie aussi Léna et Alexandre qui ont préparé les questions et les choix des extraits.